Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce deuxième webinaire de l'année. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Nous allons consacrer ce webinaire au négoce international, un secteur qui concentre en 2019 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, rien de moins. Alors, vous savez que ces webinaires sont dédiés à la reprise après le Covid, la crise du Covid, donc qui a été une crise extrêmement importante en termes sanitaires, mais qui a maintenant évidemment laissé des traces en termes d'économie pour le pays. Donc, nous avons, pour parler de ces problématiques, aujourd'hui autour du négoce international, réunis 4 experts en principauté qui sont d'une qualité dont je dois dire, nous avons rarement vu jusqu'ici et je suis très content d'avoir pu réunir ce panel. Alors, il s'agit tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, de M. Thierry Boutsen. Thierry Boutsen, le président administrateur délégué de Boutsen International Aviation, qui a connu un début de carrière complètement atypique, bien sûr, puisqu'il a tenu le volant pendant 23 ans de voiture de course, donc 10 ans en Formule 1, il a été champion du monde, et c'est au moment de se prendre sa retraite, en 1997, qu'il a fondé Boutsen Aviation. Alors, Boutsen Aviation, c'est une société de courtage spécialisée dans la vente et l'acquisition d'avions d'affaires qui est basée à Monaco, avec des représentants à Guernesey, en Suisse et en Inde. C'est une société qui a une vaste expérience des transactions internationales, qui s'occupe de toute la gestion des transactions, du marketing commercial, légal, technique et administratif, l'ensemble de la chaîne d'aviation. À ce jour, Boutsen Aviation a vendu 379 appareils dans 73 pays. Rien de moins, mais bien sûr, cette industrie a été très frappée par la crise du Covid-19. Thierry va être là pour nous en parler. Bonjour Thierry. Alors ensuite, nous avons Nicolas Capeller qui sera parmi nous. Alors Nicolas Capeller, il est le président fondateur des laboratoires Ineldea et de Santé Natura. Alors après avoir passé près de 15 ans dans l'industrie pharmaceutique, Nicolas Capeller a fondé en 2003 les laboratoires Ineldea avec pour ambition de faire reconnaître les produits de santé naturelle comme une autre façon de gérer sa santé pour vieillir jeune. Dès la création, il a positionné sur le marché des produits de santé naturelle plus communément appelés produits de compléments alimentaires, en les considérant comme une nouvelle génération de produits qui constituent de puissants leviers de prévention pour contribuer au bien-être et à la bonne santé des consommateurs. Son chiffre d'affaires en 2019, 43 millions d'euros, dont 4 millions d'euros pour Santé Natura à Monaco. Les effectifs du groupe sont à ce jour de 170 personnes. Bonjour Nicolas et merci d'être avec nous. Ensuite, nous avons avec nous Johanna Oudrouge, qui est la vice-présidente de la société Mercure International, une société d'import-export fondée par M. Adnan Oudrouge, dont le siège est établi à Monaco depuis 35 ans maintenant. Le groupe est présent à travers 16 pays, sur 3 continents à travers le monde et embauche plus de 5000 personnes sur ses 300 points de vente spécialisés dans le commerce du sport, de la mode et aussi dans l'alimentaire. Bonjour Johanna et merci de nous avoir rejoints. Enfin, nous avons avec nous, qui n'est pas le moins important de nos intervenants, Monsieur Thierry Vetter. Alors, Thierry Vetter, c'est le directeur général de Geprocor. 35 ans d'expérience à l'international dans la grande distribution et le négoce. C'est donc un grand spécialiste de ces sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Il est en poste à Geprocor depuis 23 ans. Geprocor, je le rappelle, c'est une centrale export qui est une filiale du groupement des Mousquetaires. Le groupement des Mousquetaires qui comprend Intermarché, Netto, Bricomarché, Roidi, Bricorama. Geprocor met ses produits et ses services à la disposition de ses clients à l'international en particulier, auprès d'une clientèle de supermarchés et d'hypermarchés dans les zones francophones, essentiellement en Afrique et dans les pays francophones en général. Geprocor est très important auprès d'importateurs distributeurs et plus particulièrement en Asie, Europe de l'Est, Proche et Moyen-Orient, en dehors de l'Afrique. 90 zones géographiques, 86 collaborateurs répartis entre Monaco pour la direction générale, le marketing et le commerce, et un établissement secondaire à Guérande pour la supply chain et l'administration des ventes. Geprocor, on peut le dire, est un géant du marché. Alors, merci à tous les 4 d'être là. Pour animer ce webinaire, nous serons présents Justin Hyman, directeur général adjoint du Monaco Economic Board, et moi-même, directeur général exécutif du Monaco Economic Board, qui vont recueillir les questions qui ont été posées et poser les questions qui ont été posées ces dernières semaines par nos fidèles membres, que nous remercions d'être là. Et ces questions ont été collectées et nous allons nous les répartir, Justin et moi,
Et à la fin, bien sûr, nous prendrons les questions que vous avez pu poser pendant l'ensemble de ce webinaire. Alors, Justin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voudriez nous donner la première de ces questions? Oui, bien sûr, Guillaume. Bonjour tout le monde et merci de participer à ce webinaire. En effet, nous avons trié parmi les nombreuses questions qui nous ont été posées, celles qui nous ont semblé les plus pertinentes. Donc, je souhaiterais commencer pour débuter cette conférence par la plus évidente. Quel est l'état des lieux des entreprises aujourd'hui dans le secteur du négoce international? Et tout d'abord, je voudrais demander cette question à M. Thierry Vetter, puis à Nicolas Capeller. Merci. Alors, sur cette question, effectivement, pendant la crise sanitaire, notre activité purement négoce, tournée vers les pays tiers, elle a fortement ralenti. Alors, en premier lieu, du fait des problématiques déjà de transport. Il y avait plus l'aérien a été complètement arrêté. Nous n'avions plus du tout de solution pour livrer en particulier nos produits frais et nos produits ultra frais, puisque nous sommes, nous, dans le domaine de la distribution, spécialisés dans les produits plutôt de grande consommation et les produits alimentaires. Le maritime, lui, il a réussi à se maintenir, alors qu'il était déjà fortement désorganisé avant même la crise sanitaire en Europe. Il y a eu les grèves des ports en février. Et puis le confinement chinois qui avait commencé antérieurement à notre propre confinement et qui avait concentré une forte proportion des conteneurs et des navires bloqués en Asie en attente de déchargement. Donc l'activité négoce, elle a vraiment été directement impactée tout de suite, moins 30% sur l'Asie, moins 50% sur les pays d'Europe de l'Est. Pour la partie de la grande distribution, plutôt dans les DRAMCOM et les pays francophones, on a vécu un peu les mêmes phénomènes que la grande distribution en France, à savoir une période d'achat panique avant la mise en place du confinement, ensuite des niveaux de vente particulièrement soutenus, généralement caractérisés d'ailleurs par du trafic en baisse, mais des moyennes paniers qui ont explosé à plus de 50%, et une typologie des ventes qui a été complètement désorganisée, essentiellement tournée sur les basiques. La conséquence de ça, ça a été une désorganisation totale de toute la chaîne logistique de notre approvisionnement. Depuis les fabricants, qui n'arrivaient plus à livrer, faute de matières premières, faute d'emballage, de transport, de main-d'œuvre, ou tout simplement qui n'arrivaient pas à répondre à une demande qui était totalement anormale. Par exemple, sur un produit pénurique comme les pâtes, au plus fort de la crise, on a dû décider avec les fournisseurs, en particulier avec Tanzanie, on est passé de 120 références que l'on avait dans notre cadencier à simplement 23 références pour au moins assurer les basiques. Les plateformes logistiques ont traité des volumes, une volumétrie totalement inhabituelle. On a fait l'équivalent de 8 semaines à peu près de Noël consécutives, avec des taux de non-servis qui sont allés jusqu'à moins 30%, enfin 30%, donc est totalement énorme dans nos critères. On est souvent à moins de 2% de non-servis. Et enfin, en bout de chaîne, nos clients qui ont été aussi fortement désorganisés, où les gammes là sont complètement, excusez-moi l'expression, mais complètement défoncées. Et qu'il va falloir Merci Thierry pour cet avis. Nicolas, et vous en pensez quoi? Alors nous, pour ce qui concerne le domaine des produits de santé naturelle, la crise, ça a été plutôt un accélérateur de tendance. D'une façon générale, notre secteur d'activité est en croissance soutenue depuis quelques années. Alors si nous avons eu un coup d'arrêt avec le confinement, parce que difficile d'exporter les marchandises, sachant que nous produisons en France, il n'empêche que de façon générale, à l'international, cette crise a révélé vraiment le fait que la santé était un bien précieux et donc du coup a poussé les consommateurs à s'intéresser beaucoup plus à cette catégorie de produits. Alors, en ce qui concerne la distribution, les points de vente physiques ont été énormément affectés et ça s'est reporté pour partie sur du digital. Et aujourd'hui, on peut dire que l'activité est en train de reprendre assez vite. Alors, en termes de volume d'échange, on est quand même sur des volumes d'échange beaucoup moins importants que sur l'alimentaire. Mais du coup, c'est ce qui nous permet peut-être de mieux résister que d'autres secteurs d'activité. Merci Nicolas Capeller, je vous rappelle, président de Santé Natura. Alors, du côté de Johanna Oudrou, j'aimerais savoir quelle était la situation début 2020, avant la crise sanitaire, et en quoi cette situation a évolué aujourd'hui.
Alors, Guillaume, nous avions commencé une bonne année 2020 avec une progression douce de nos chiffres d'affaires dans tous nos domaines d'activité. Nous avions plusieurs projets de développement, notamment dans les pays africains, des centres commerciaux, que nous avons préféré suspendre pour préserver notre trésorerie. Comme vous l'aviez précisé en introduction, nous sommes dans deux domaines d'activité différents, donc dans le commerce du détail, donc des magasins de sport, de mode, qui donc ont tous été fermés au fur et à mesure des décisions de confinement des pays. Et nous sommes aussi dans le secteur de l'alimentaire, dans certains pays, pas dans tous. Donc, nous avons des supermarchés sous enseigne Casino et Super U qui, eux, ont pu rester ouverts, mais comme l'a précisé aussi Thierry, avec quand même des réajustements logistiques, des problèmes d'approvisionnement et aussi nous avons dû faire face à la législation africaine dans certains pays qui nous ont même obligés certains jours à fermer même nos supermarchés alimentaires. Dans certains pays, il y a encore des décisions même de couvre-feu qui nous obligent de fermer donc même ce commerce alimentaire à 16 heures, par exemple, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, on va dire que nous sommes prudents, mais nous sommes quand même confiants pour l'avenir, car nous avons un groupe assez solide et assez diversifié qui nous permettra, je l'espère, de surmonter cette crise, malgré notre perte de chiffre d'affaires assez importante par rapport à l'année dernière. Merci beaucoup, Johanna. Et en ce qui concerne l'aviation privée, certaines sociétés ont connu une recrudescence d'activité de charter pendant la crise, et même depuis. D'une part, pour éviter les vols commerciaux, mais également par raison de manque d'itinéraire. Pourriez-vous confirmer cette tendance, Monsieur Thierry Boutsen? Selon vous, à court et moyen terme, pensez-vous également que la vente, voire le charter de jets privés vont-ils s'envoler? Alors, c'est un peu plus complexe que cela. En fait, tout le trafic aérien, que ce soit le trafic de ligne ou des avions d'affaires, s'est arrêté dès la mise en place du confinement. À Nice, par exemple, le terminal d'aviation d'affaires a été complètement fermé et il l'est encore. Tous les vols de rapatriement, par contre, ont pu avoir lieu, ainsi que les vols sanitaires. Donc ça a permis une certaine activité quand même dans le monde du charter. Mais tout ce qui était des vols pour raison d'affaires et pour raison de loisirs ont été interdits. Ces interdictions sont levées maintenant pour les vols intra-européens, mais pas encore pour les vols hors Schengen. On ne peut pas aller aux États-Unis, on ne peut pas aller en Inde, on ne peut pas aller en Chine. Donc tout ça, c'est encore extrêmement bloqué. On a donc une petite reprise, je dirais, mais pas encore le boom que certains peuvent s'imaginer ou de certains parlent, parce que ce n'est pas du tout le cas. En ce qui concerne maintenant la vente de jets privés, ça c'est vraiment notre domaine, c'est ce que nous faisons. On n'est pas dans la grande distribution, on n'est pas, on ne fait pas des produits de masse. C'est une niche qui est très sensible à l'évolution de l'économie mondiale. Il faut savoir que dans le monde, il y a 23 000 jets privés, dont 14 000 aux États-Unis. De ces 23 000, il y en a 2400 qui sont en vente. Il y a à peu près 1000 ventes par an, ceci avant le Covid. Toujours avant le Covid, nous, Boutsen Aviation à Monaco, nous en vendions entre 18 et 20 par an. Nos clients sont à l'international, aux US bien sûr, mais aussi en Chine et en Inde, par exemple. Ces deux derniers pays ont été très touchés, et bien avant l'Europe, par le Covid, et donc sont confinés depuis, je dirais, le mois de janvier. Leurs frontières sont fermées. Nous avons, comme nous traitons beaucoup avec eux, nous avons donc été une des premières sociétés monégasques à être impactées, et nous sommes encore actuellement, vu que ces pays ont toujours leurs frontières fermées. On a deux problèmes principaux auxquels nous avons dû et nous devons encore faire face aujourd'hui. C'est que les transactions qui ont débuté avant le Covid, mais qui auraient dû se terminer fin mars ou au mois d'avril, ont été mises en stand-by du fait que nous n'avons pas et nous ne pouvons toujours pas livrer ces avions, les aéroports étant fermés. Le deuxième problème que nous avons, c'est que les avions que nous avons à la vente actuellement se trouvent tous éparpillés dans le monde entier sur 5 continents. Or, pour vendre un avion, il faut pouvoir se déplacer pour aller organiser une visite, faire un vol de démonstration, ce qui est impossible pour le moment pour nous d'abord, mais pour les clients aussi, les vendeurs et les acheteurs. Donc, on est bloqué à ce niveau-là. Ce qui fait que depuis l'arrivée du Covid, on est à carrément moins 100% de chiffre d'affaires. Tout s'est arrêté pour nous.
Cela dit, bon, on a gardé quand même l'équipe active pour essayer d'être là quand il le faudra, mais je suis assez optimiste pour le moment parce qu'on a une situation qui découle de ce problème-là, c'est que beaucoup de sociétés sont en difficulté financière et doivent donc se séparer de leur avion pour récupérer du cash. On assiste depuis 2 mois à peu près à une arrivée massive d'appareils sur le marché, ce qui a déclenché une baisse des prix assez significative. Et grâce à cela, en fait, on assiste à une reprise d'activité parce qu'il y a des acheteurs qui sont aux aguets des bonnes affaires. Ils commencent à se manifester et puis c'est là qu'on va se montrer les plus actifs et les plus compétitifs pour pouvoir faire réaliser des affaires à nos clients, mais ça va prendre pas mal de temps. Merci beaucoup Thierry Boutsen de nous avoir expliqué un petit peu la mécanique du marché. C'est franchement très intéressant. Alors, bien sûr, nous avons l'obligation tous de nous réinventer. Et quelles mesures innovantes avez-vous pris face à la crise? Ça, c'est une question qui est souvent revenue chez nos membres. Alors, pour nous répondre, je vais demander à 2 intervenants. D'abord, M. Thierry Vetter et ensuite, Mme Johanna Houdrouge. M. Vetter, s'il vous plaît, Thierry. Alors, on a pris effectivement un certain nombre de mesures pendant cette crise. Il y a, comme disait Nicolas tout à l'heure, il y a certaines tendances qui existaient auparavant, mais qui ont été un peu amplifiées. Il y a eu un vrai coup d'accélérateur au moment de cette crise. D'abord, c'est l'organisation du travail. Forcément, ce confinement nous a obligés effectivement à nous mettre en télétravail, à mettre toutes les équipes en télétravail. Alors, on avait suffisamment anticipé les contraintes techniques, ça s'est bien passé. Par ailleurs, on bénéficie également d'une plateforme mousquetaire qui regroupe l'ensemble des collaborateurs du groupement en commun, enfin commun à l'ensemble des collaborateurs du groupement avec un Teams qui a été très efficace, qui avait été installé en juillet 2019 et on était effectivement très contents de pouvoir s'en servir. Ça a été un formidable accélérateur d'ailleurs de son utilisation. Dans cette organisation en télétravail, c'est aussi le rapport avec les collaborateurs qui ont été très investis pendant cette période-là, qui nécessite forcément aussi de la confiance qui doit se mettre en place entre les équipes et les collaborateurs. Et ça nous a donné effectivement beaucoup de souplesse, beaucoup de réactivité. Donc ça, on a vraiment appris d'ailleurs de cette nouvelle façon un petit peu de travailler qu'on n'avait jamais vécu jusqu'à maintenant. Et ça a été un point clé en termes d'organisation, vu la vitesse à laquelle il fallait prendre des décisions. Dans les premiers jours, il fallait vraiment être extrêmement réactif. On a adapté aussi nos process de commande. Là, encore une fois, je reviens sur la logistique. C'est vrai que la logistique dans le domaine du commerce international, c'est quand même un élément clé. Donc, on a dû adapter nos process de commande et nos process de chargement. On a traité nos expéditions, ce qu'on appelle au fil de l'eau. C'est-à-dire que c'était tellement désorganisé qu'on poussait les marchandises à l'intérieur des conteneurs. Et quand on avait un conteneur plein, on le faisait partir. C'était mode totalement dégradé, mais ça a permis quand même de maintenir un petit peu la chaîne alimentaire. On a bien évidemment organisé aussi toute une gestion de crise avec tant en interne dans notre groupe qu'auprès de nos clients les plus importants. Il fallait effectivement avoir une crise quasiment quotidienne avec chacun de ces interlocuteurs. Au niveau du groupe, les mesures ont été bien évidemment beaucoup plus intenses, beaucoup plus importantes. On a d'abord renforcé les approvisionnements locaux, puisqu'on n'avait plus d'approvisionnement qui pouvait venir de l'import. On a supprimé les pénalités logistiques, par exemple, vis-à-vis des fournisseurs, parce que justement, il fallait essayer de donner le plus possible de fluidité à notre approvisionnement. On a aussi beaucoup échangé avec nos concurrents. Voilà, on a échangé des masques, des gels hydroalcooliques, etc., dans les périodes les plus sensibles. On a partagé également des actions de soutien aux producteurs agricoles, soutenir certaines filières agricoles qui étaient en difficulté. D'ailleurs, le président du groupement, le président d'Intermarché, Thierry Cotillard l'a souligné là, dans une interview qui vient d'être éditée dans le magazine LSA. Il a souligné justement l'intelligence collective qu'on avait ressentie dans le secteur de la grande distribution pendant cette période. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Johanna, est-ce que vous auriez des choses à rajouter à ce sujet? Oui, Guillaume, merci. Comme vous disiez, le mot réinventer en cette période est très important. Donc, comme je vous le disais, nous avons donc des supermarchés en Afrique et nous avons des magasins donc, de sport. Les magasins de sport étant fermés, nous avons réorganisé nos supermarchés en créant des rayons pour pouvoir vendre justement des chaussures de sport, de l'équipement sportif, mais aussi des produits de beauté,
des chaussures de ville, enfin tout ce qui était dans nos magasins non alimentaires fermés. Nous avons fait ça donc bien sûr pour pouvoir écouler notre stock, mais aussi pour répondre aux besoins de notre clientèle et de la population locale qui, je vous le rappelle, sur le continent africain, n'a pas la chance de bénéficier du système Amazon, qui a très bien fonctionné durant le confinement partout dans le monde. Donc, voici pour cette réinvention. Nous avons aussi, autant que faire se peut, et selon les pays, essayé de développer au maximum ce qui n'existait pas auparavant, la livraison à domicile pour les supermarchés, puisque contrairement au reste du monde, ça n'existait pas. Et enfin, évidemment, comme disait Thierry, aussi au niveau de la réorganisation du travail, nous avons donc télétravaillé et nous avons fait beaucoup de conférences Zoom, notamment avec nos directeurs de nos pays africains, chose que nous faisions bizarrement pas auparavant. Et cela nous permettra peut-être dans le futur de réduire nos meetings en présentiel et donc de réduire les frais, de ne pas faire déplacer nos directeurs africains plusieurs fois par an ici au siège et donc de privilégier des conférences visio. Merci Johanna, oui, une belle mesure innovante. Mais justement, en reparlant de l'approvisionnement et la distribution de vos produits et services, quelles ont été les réactions de vos clients, de vos fournisseurs justement pendant la crise et depuis? Alors, comme je vous le disais, nous sommes dans deux domaines d'activité différents, donc le sport, la mode et l'alimentaire. Nécessairement, la distribution et l'approvisionnement ne s'est pas fait de la même manière dans ces deux domaines. Donc, je commencerai peut-être plus par le sport et la mode. Donc, comme je vous l'ai expliqué, nous avons des magasins donc, de sport et la majorité de notre sourcing, à 70%, est chinois. Nous avons un entrepôt de 10 000 m² dans le sud de la Chine qui nous permet en fait de réceptionner la marchandise de nos fournisseurs de différentes marques, Adidas, Nike, etc. Puis après, de l'expédier dans nos pays à travers le monde. Comme le disait également un des intervenants, en fait, nous avons vécu le confinement au rythme de la Chine, d'abord, qui a fermé en février. Donc, c'est-à-dire que notre dépôt de 10 000 m² a fermé, alors même que nos magasins étaient encore ouverts dans le reste du monde. Et après, quand la Chine a réouvert, fin mars, là, ce sont nos magasins qui ont commencé à fermer les uns après les autres. Donc, en fait, nous avons vécu ce confinement deux fois. Il y a eu un double impact pour nous, puisque au début, les magasins avaient besoin qu'on leur livre la marchandise, nous ne pouvions pas, en raison du confinement anticipé de la Chine. Et après, quand nous avons pu leur livrer la marchandise, ces magasins, malheureusement, étaient fermés. Et donc, nous avons quand même expédié la marchandise. Néanmoins, ils ne pouvaient pas la vendre. Donc, ils se sont retrouvés avec un surstock. Donc, ça, c'est pour la partie sport et mode. Concernant la partie alimentaire, relativement, elle a bien fonctionné, malgré évidemment des problèmes de transport qui ont été réduits. Donc, cela a ralenti un petit peu l'achalandise dans nos supermarchés. Évidemment, le fret aérien a été aussi ralenti. Nous importons beaucoup de produits frais et ultra frais, notamment dans certains pays comme le Congo qui ont très peu de production locale. Et c'est vrai que la réduction du fret aérien a fait qu'il y avait des manquants à ce niveau-là. Mais d'une manière générale, nous nous sommes adaptés et nous avons quand même réussi à approvisionner d'une manière, on va dire, correcte nos supermarchés en Afrique. Merci beaucoup, Johanna. Justement, un autre point de vue avec Nico Capeller qui produit en France. Donc, peut-être avoir son point de vue également. Effectivement, Justine, comme vous le disiez, nous produisons en France et nous avons eu la chance d'être assez peu affectés par le confinement puisque nous avons globalement, entre l'achat des matières premières, l'assemblage et la couverture de stock, environ 6 mois. Donc, ce qui fait qu'on a pu fournir nos produits. Et quant au principal circuit de distribution, ce sont les pharmacies. Donc, nous avons pu continuer à livrer nos produits. Moi, j'anticipe plutôt une difficulté dans les mois à venir en termes d'approvisionnement de matières premières, de plantes, d'extraits de plantes et puis de nutriments, puisque pendant ce confinement, les usines n'ont pas produit ou n'ont pas extrait. Et on risque d'avoir une pénurie de matières d'ici 3-4 mois, puisqu'on a aussi en face de nous une augmentation des demandes des consommateurs. Donc, je crains un petit peu quand même une tension du côté du prix des matières premières. En ce qui concerne la distribution, comme je vous le disais, on n'a pas été trop affecté puisqu'on distribue en pharmacie. Il n'y a que les grosses pharmacies de centres commerciaux qui ont perdu 90% quasiment de leur trafic. Donc, ça a été
assez compliqué pour des pharmacies comme celle-ci. Et sinon, du côté des fournisseurs, je trouve que tout le monde a joué le jeu, tous les acteurs du secteur privé. J'ai quand même pu constater une assez bonne solidarité. Nous, on nous s'est mis un point d'honneur à payer tous nos fournisseurs en temps et heure. Et dans la chaîne, globalement, tout le monde a fonctionné à peu près de cette façon-là. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, ça m'amène à poser la question suivante, à laquelle vous avez déjà répondu en partie tous les deux. C'était à ce jour, est-ce que l'impact qu'a eu le Covid est toujours visible? Alors, vous avez répondu en partie, ou est-ce qu'il s'amenuise petit à petit? Alors, Nicolas, vous avez dit que la demande était même en explosion, visiblement, en tout cas, la demande est visiblement forte. Et puis, l'offre risque d'être plus chère, du coup, puisque il y a eu une paralysie d'outils de production. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ça? Et puis, Johanna, répondre un petit peu à la même question. Nous travaillons avec des matières premières qui sont d'origine naturelle. Donc, quand on travaille avec des extraits de plantes, on est contraint par, on va dire, la culture ou par la récolte. Donc, s'il n'y a pas de culture ou s'il n'y a pas de récolte, derrière, on n'alimente pas d'usine pour fabriquer des extraits. Et effectivement, nous avons une demande assez soutenue pour cette catégorie de produits, sachant que les prix des matières premières sont quand même relativement chers. On se dirige, à mon avis, vers une tension sur ces matières premières. Après, on n'a pas de difficulté particulière à ce jour, en tout cas sur l'importation en tant que telle. On arrive à approvisionner les matières. Encore une fois, nous manipulons des flux qui sont bien inférieurs aux flux que l'on peut avoir dans l'alimentaire ou peut-être dans l'habillement. Donc, de ce point de vue-là, ça fonctionne assez bien et on a aussi des matières qui sont, on va dire, plus petites à manipuler. Merci beaucoup. Justement, c'est là que ce que va dire Johanna est assez intéressant parce que Johanna est dans un autre registre. Alors, de votre côté, c'est un peu une question qui veut aussi dire comment se passe la reprise. Alors, comment se passe la reprise? En fait, comme je vous le disais, c'est vraiment une reprise parce que encore jusqu'à hier, par exemple, le Maroc notamment nous interdisait d'ouvrir nos magasins dans les centres commerciaux. Donc, c'est vraiment, nous, la reprise n'a pas été le 11 mai. De plus, comme je vous le disais, dans certains pays africains, notamment le Gabon, il y a encore un couvre-feu jusqu'à fin juin minimum. Et ce couvre-feu commence à 18 h, ce qui nous oblige à fermer tous nos magasins, même alimentaires, à 16 h, afin que le personnel puisse rentrer chez eux. Donc, oui, la reprise se fait progressivement, mais nous sommes encore en situation pour nous de confinement dans plusieurs pays. Donc, la reprise se fait, mais c'est encore assez délicat et je pense que l'impact du confinement est encore là et l'impact de la crise sera bien évidemment là, comme pour tout le monde, sur plusieurs mois et sur plusieurs années. D'accord. Mais vous entrevoyez quand même un rayon de soleil, si j'ose dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut toujours voir les jours de soleil et pas les jours de pluie. Mais comme je vous le disais, nous avons la chance d'être un groupe diversifié. Donc, nous avons plusieurs domaines d'activité. Malgré tout, les ventes se font. Les gens retournent dans les magasins un peu timidement, mais ils y retournent. Donc on est prudent, mais nous sommes quand même confiants pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johanna. Donc, on a évoqué l'Afrique d'ailleurs, et Monaco, comme tout le monde le sait, est une sorte de passerelle pour le business vers l'Afrique. Et ce que nous souhaiterons avoir, c'est un focus un petit peu justement sur sa situation. Plusieurs intervenants l'ont déjà mentionné. Peut-être M. Thierry Vieter également pourrait nous donner son avis sur cette question. Oui, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Donc, nos clients distributeurs, en particulier donc, sur l'Afrique, et Johanna en a parlé, ont vécu beaucoup les mêmes phénomènes que nous avons vécu effectivement en France. Néanmoins, je pense qu'effectivement, ça a été aussi évoqué par Johanna, c'est-à-dire que ces pays africains sont dans une dépendance d'approvisionnement forte d'autres pays. Il y a un manque d'offres locales, des délais d'approvisionnement peuvent être relativement longs. Donc tout ça, ça amplifie un petit peu les tensions qu'on peut vivre effectivement dans la grande distribution et sur ces produits de grande consommation. Donc ces ruptures, effectivement, ont plus d'impact.
Maintenant, en Afrique, les conséquences de cette crise, elles sont effectivement multiples. Il y a les conséquences immédiates, celles que l'on vit, là, celles dont on vient de parler, avec l'arrêt des activités, la fermeture des magasins, les confinements, etc. Après, il y a un peu la double peine liée aussi aux États qui sont très dépendants de matières premières, et souvent des matières premières qui ont des volatilités sur leur prix relativement aussi importantes. Donc, il va y avoir quand même des équilibres à retrouver, avec les pays en particulier orientés sur les produits énergétiques, hein, pétrole, le gaz en tête. Hein. Il y a une chute vertigineuse quand même des prix du pétrole. C'est la Libye qui va en souffrir, le Nigeria, l'Algérie, le Gabon, le Congo, etc. Des États qui vont avoir beaucoup de travail pour retrouver leurs équilibres budgétaires. On le voit d'ores et déjà, il y a des pays qui prennent des mesures très protectionnistes. L'Algérie a annoncé à la fin du mois de mars, ils ont déjà validé un plan de réduction de la facture des importations de l'ordre de 30 milliards. Donc, c'est 30 milliards de moins dans le commerce international à destination de l'Algérie. Je pense que ça ne va pas être les seules mesures protectionnistes qui vont être prises sur un certain nombre de pays. On a des matières premières également comme le coton qui vont impacter également les pays africains. On avait une tendance déjà un petit peu à la baisse sur ce type de matière. Et là encore, la crise, elle a amplifié cette baisse de manière assez colossale, assez importante. Donc, il y a déjà puis il y a le tourisme également, hein, un secteur également qui va toucher également pas mal de pays, y compris d'ailleurs dans les dom-toms, mais aussi dans les pays africains ou l'océan Indien avec l'île Maurice, etc. Donc, on est, je pense, qu'un petit peu, même si on voit les premières conséquences sur ces pays, qui sont déjà visibles, mais les conséquences sociales, potentiellement même politiques, risquent de se faire ressentir dans les prochaines années. Merci pour cette analyse tout à fait intéressante et pertinente. On parle bien de transformation en fait de l'économie, on parle bien de modifications profondes dans le paysage économique. Vous avez aussi parlé de social. Alors, puisque là, on va revenir un petit peu à Monaco, puisque vous avez évoqué le volet social dans le monde, comment s'est passé du côté de Monaco les relations avec le gouvernement, comment elles se sont passées? Et puis, par exemple, on pense à des aides mises en place comme le fonds de garantie. Est-ce que vous avez pu bénéficier des différentes aides du gouvernement? Alors, pour poser cette question, on va prendre deux autres intervenants. Je pense on va commencer par poser la question à Thierry Boutsen. Est-ce que vous avez pu bénéficier des aides? Alors, ces aides, il faut les voir sous deux angles différents. Il y a l'aide financière et l'aide avec le report des paiements pour les caisses sociales, par exemple. La mise en place du chômage partiel, la mise en place aussi du télétravail, c'est quelque chose qui nous a permis financièrement de garder la tête hors de l'eau, bien sûr. Mais moi, je vois surtout dans ces aides de l'État, en fait, un soutien psychologique. Ça nous aide à passer au-delà, de passer au travers de tous ces problèmes sans avoir de stress, sachant que derrière nous, il y a l'État monégasque qui est là. Derrière nous, il y a toute une série de personnes qui sont prêtes à aider, prêtes à nous faire passer ça de la manière la plus douce possible. Donc, c'est une aide qui était extrêmement bienvenue. Je dirais même c'est fantastique de pouvoir travailler dans des conditions pareilles parce qu'on sait qu'on est soutenu. On sait qu'en cas de problème, on peut faire appel à des aides garanties par l'État. Et pour nous, c'était quelque chose qui nous a permis de garder le sourire malgré tous les soucis que l'on a. Merci Thierry, ça c'est très très intéressant. Est-ce que cet avis est partagé par tous? On va par exemple demander à Johanna Audrouge. Merci Guillaume. Donc, concernant les aides, en effet, la mise en place du CPTR et toutes les autres aides salariales sont bien évidemment à saluer amplement par le gouvernement monégasque. Vous faisiez quand même référence dans votre question aux aides bancaires. Donc, nous avons pu bénéficier d'un prêt garanti par l'État d'un montant relativement modeste pour nos 2 magasins que nous exploitons en principauté, sans difficulté. En revanche, nous avons, comme l'entreprise est quand même assez importante, nous empochons plus de 80 personnes sur le siège avec 1500 m² de bureau. Nous avions demandé pour la Société Mercure Internationale un prêt d'un montant assez important en adéquation avec notre taille et nos besoins, qui nous a malheureusement été refusé récemment. Donc, je pense que les prêts garantis par l'État sont bien, mais sont inadaptés
pour une entreprise de notre taille. Et je pense qu'elle vise malheureusement que les petites entreprises en difficulté et non les grands groupes comme nous, ce qui est dommage car nous avons cruellement besoin de préserver notre trésorerie en ces moments difficiles. C'est un point de vue qui est très intéressant et je suis content que vous ayez pu l'exprimer, puisqu'effectivement, la situation, par définition en temps de crise, est toujours contrastée. Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais effectivement, il y a toujours des moments où c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est très intéressant. Votre témoignage me semble extrêmement intéressant. Justine, est-ce que tu voudrais nous parler, on vient de parler du gouvernement, est-ce que tu voudrais nous parler du secteur bancaire? Justement, merci Guillaume. Est-ce que justement le secteur bancaire vous a également soutenu durant cette crise? Et cette question, je vais d'abord la demander à Thierry Boutsen, s'il vous plaît. Le secteur bancaire nous a soutenus, c'est vrai. Nous n'avons pas été très demandeurs non plus. On a fait une demande de prêt garantie par l'État, bien sûr, qui a été acceptée, et ceci pour les deux sociétés, pour Boutsen Aviation et Boutsen Design, pour permettre de passer la crise de manière un petit peu plus facilement, je dirais. Mais on n'a pas été très demandeurs, vu que nos besoins ne sont pas encore à la hauteur de ce que d'autres sociétés beaucoup plus importantes, beaucoup plus demanderesses le sont. Donc, pour le moment, je dirais de ce côté-là, chez nous, tout va bien. On a été aidés comme on le voulait. Merci beaucoup, Thierry. Prochaine, peut-être quelqu'un veut rajouter un avis, Monsieur Thierry Vetter, ou sur cette question, sur le secteur bancaire, puisque... Non, le secteur bancaire, nous n'avons pas fait appel au secteur bancaire monégasque pour nous aider à passer cette crise. On a une situation suffisamment saine. On fait partie d'un groupe qui nous permet effectivement de continuer nos activités sans problème. Par contre, effectivement, on a été en première ligne sur l'importation des masques en Chine dès le milieu du mois de mars. Encore à importer je pense qu'on a sûrement été les premiers à importer du masque en France. Vous avez tous entendu parler de ce contexte dans lequel on a dû importer ces masques. Et là, par contre, j'avoue que le secteur bancaire ne nous a pas aidés du tout en contestant les opérations que l'on menait et qu'on a dû mener effectivement un peu sous une forme d'opération commando pour faire venir les premiers masques, hein, parce que comme le soulignait Johanna, mi-mars, la Chine reprenait à peine, sortait à peine de son confinement. Les usines étaient juste en démarrage. Il n'y avait plus de ligne aérienne non plus entre la Chine et la France. Il a fallu vraiment construire en quelques jours des routes entre la production chinoise et la France. On a eu aussi donc, les difficultés avec les douanes françaises, etc., etc. Mais sur le plan bancaire, là, j'avoue qu'effectivement, non, les banques ne nous ont pas facilité la vie sur ces opérations qui étaient très urgentes, qui étaient indispensables pour maintenir la chaîne alimentaire en France, pour équiper donc, nos collaborateurs dans les points de vente intermarchés et sur les entrepôts. On a eu jusqu'à 250 points de vente qui ont fermé à cause d'un manque de personnel. Donc, il y avait vraiment une urgence. Et là, j'avoue qu'effectivement, on a été un petit peu déçus par le manque d'accompagnement du système bancaire à ce moment. Merci beaucoup, Thierry, pour ce point de vue. Alors, la question qui s'enchaîne directement, comment éviter que votre secteur, qui contribue à hauteur de 9,3% au PIB monégasque et emploie plus de 2500 personnes en principauté, connaisse une baisse d'activité plus ou moins longue et génère des dégâts économiques pour l'ensemble de la place. À quand envisagez-vous un retour à la normale? Donc, à quand envisagez-vous que le secteur revienne à son activité normale et comment limiter tous ces dégâts? Alors, on va peut-être continuer avec Thierry Vetter et puis ensuite, on posera la question à Thierry Boutsen. Si je pouvais répondre à cette question, ce serait formidable. Quand? Je ne sais pas, il y aura forcément, il faudra passer du temps. On est en plus dans un schéma où le confinement, on l'a plusieurs fois souligné, la crise elle est mondiale. Les continents, les pays ont vécu cette crise de façon décalée. La crise sanitaire d'une part, l'arrêt de l'activité, tout ça, ce n'est pas fait au même rythme. Et la sortie de cette crise, pour chacun de ces pays, ne se fera pas non plus au même moment et dans le même rythme. Donc, il va falloir s'adapter. Comme je l'ai exprimé tout à l'heure, il y aura des conséquences économiques liées à cet arrêt d'activité, il y a des conséquences économiques liées à des évolutions de matières premières ou à des évolutions connexes sur les marchés. Le marché est fortement bouleversé. Je pense qu'il faudra plusieurs années et que ce sera certainement long et douloureux pour un certain nombre de pays pour redémarrer. Maintenant, les sociétés, je pense, comme Juprocor, comme
les sociétés monégasques de façon générale, on a, je pense, une capacité de résilience relativement importante. Nous avons la chance de faire partie d'un groupe dont les chiffres aujourd'hui sont excellents. On sort renforcé de cette crise. Le groupement des mousquetaires sort renforcé de cette crise. On a gagné quasiment 2 ans de croissance. Alors malgré tout, on ne peut pas être satisfait. On reste quand même dans un contexte de crise extrêmement anxiogène. Il y aura des conséquences majeures dans tous les pays dont on parle, dans l'international, à moyen et long terme. Et puis il y aura un sujet de toute façon qui me semble être le sujet probablement récurrent dans tous ces pays. Ça sera la notion de pouvoir d'achat dans ces pays-là. Où est-ce qu'on va aller en termes de pouvoir d'achat dans chacune de ces régions, dans chacun de ces pays? Ça sera le sujet central. Mais je pense qu'on est parti quand même pour pas mal d'années avant de revenir à des contextes. Enfin, je ne pense pas d'ailleurs qu'on reviendra à des schémas que vous connaissez avant la crise. Il faudra effectivement plusieurs années pour reconstruire un petit peu les activités dans ces pays. Merci Thierry Vetter, c'est quand même très très fort ce que vous venez de dire. Donc vous anticipez tout de même une probable chute du pouvoir d'achat et ça rappelle tout à fait à quel point Monaco est lié au reste du monde dans le sens où son économie évidemment est liée à l'ensemble des économies mondiales un petit peu partout et une chute pourrait nous faire des dégâts. Alors Thierry Boutsen qui est sur un segment de clientèle, je dirais, qui souffre en général moins de la crise, qu'est-ce que vous pourriez rajouter à ça? Qui souffrent moins de la crise, oui et non. En fait, les gens souffrent beaucoup de la crise parce qu'ils ne peuvent pas voyager. Je dirais, tant que le trafic aérien ne pourra pas être rétabli tel qu'il l'était avant, on aura une crise qui sera là. Ça va prendre un certain temps, comme certains disent. Et je ne peux pas du tout prévoir l'avenir. On n'a aucune visibilité sur la façon dont ça va évoluer. La crise sanitaire, la crise financière qui est là ou qui va suivre, on n'en a encore aucune idée actuellement, combien de temps ça va durer. Je crois que dans notre petite société, on voit déjà une évolution positive et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis optimiste pour l'avenir parce que ça commence à bouger. Mais il faudrait que ça arrive à rebouger à des niveaux tels que c'était avant la crise. Et ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, je n'en sais absolument rien. On n'a aucune visibilité, on n'a jamais vécu cela auparavant. Oui, difficile pour un pilote de ne pas avoir de visibilité, on le comprend tout à fait. Et... Dans le brouillard, c'est difficile d'évoluer aussi vite qu'un partiel bleu. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, Justin, il y a quand même des solutions qui existent. Est-ce que tu pourrais nous en parler d'une qui est sur toutes les lèvres, bien sûr? Absolument, Guillaume. Oui, on parle énormément de numérique ces derniers temps. Et justement, pourriez-vous nous commenter un peu comment le numérique vous a aidé durant le confinement et depuis? Est-ce que pour vous, le numérique peut transformer votre secteur d'activité et également contribuer à la reprise économique que tout le monde souhaite la plus rapide possible? Peut-être cette question, premièrement à M. Thierry Vetter et ensuite à Nicolas Capeller. Effectivement, on a là encore sur le numérique une tendance qui existait avant la crise et qui a pris un bon coup d'accélérateur pendant. Mais c'est d'ailleurs la même chose pour d'autres concepts. Hein. On n'a pas parlé du monde de la distribution, c'est aussi la consommation de proximité, l'attrait du Made in France, etc. Les commandes par Internet, oui. Ou même effectivement. Et d'ailleurs, on le voit, on peut citer des exemples les plus criants, parce que pendant cette crise, on a quand même vu l'accélération de la chute d'un certain nombre d'entreprises du monde du commerce traditionnel. Je pense à, je sais pas, NIA, La Halle, Orchestra, etc., qui sont vraiment en très très forte difficulté. Et en parallèle de ça, on a vu aussi que, je crois que pendant les quelques semaines de confinement, la fortune personnelle de Jeff Bezos, Amazon, a dû encore augmenter de quelques milliards. Donc, c'est vraiment l'enrichissement, effectivement, des géants du numérique. On l'a vu clairement dans les pays, en tout cas dans les pays occidentaux. Donc, oui, le confinement a contribué à accélérer nettement le recours au digital, au e-commerce dans le domaine de l'alimentaire, c'est certain. Le drive et la livraison ont augmenté de près de 50% en mars. Chez Intermarché, le drive a bondi de 175%, c'est-à-dire qu'il est passé d'un quota de chiffre d'affaires de 2,5% du chiffre d'affaires des magasins, il est passé à 6% du chiffre d'affaires des magasins. C'est un problème d'organisation aussi, mais enfin,
on sent effectivement une tendance. On ne gardera pas forcément ce quota-là dans les semaines qui viennent, mais il y a effectivement beaucoup de personnes qui ont commencé, qui ont découvert le drive dans cette occasion, découvert effectivement les commandes sur Internet, qui vont certainement y rester. Et ces tendances, on les retrouvera également à l'international, dans le monde de la distribution internationale, avec certainement quelques décalages. Pour vous donner une idée, effectivement, en ce moment, on est en train de reprendre 4 hypermarchés, pour mettre en place 4 hypermarchés à La Réunion. Avant le confinement, le drive n'était absolument pas un sujet. Depuis, on en parle. Voilà. Il y a des tendances effectivement relativement importantes qui se mettent en place. Et Internet, on a parlé aussi en termes d'organisation de travail. On a tous découvert que finalement, le présentiel, aller à Paris pour 2 heures de réunion, c'était peut-être pas forcément très efficace et qu'on avait peut-être plus intérêt aussi à développer la visio, les relations visio, et également vis-à-vis de nos clients. C'est vrai que j'ai fait la remarque également, on a beaucoup communiqué avec nos clients par visio pendant cette période-là, on le faisait très peu avant. Il y a effectivement des tendances fortes qui se mettent en place. Exactement, c'est le côté positif, en effet. Nicolas, votre avis? Pour nous, il y a 2 aspects sur le numérique. Le premier aspect, c'est la communication. Donc, nous, c'est quelque chose que nous avions intégré depuis quasiment 8 ans. Donc, quand nous communiquons sur nos marques, nous intégrons la communication digitale. La communication digitale, aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises doivent l'utiliser. C'est un moyen de faire parler de l'entreprise, de contacter directement un consommateur, de lui donner des renseignements sur sa marque. Aujourd'hui, les consommateurs sont en quête de valeur, cherchent à comprendre un peu ce qui se cache derrière une marque, un produit, une histoire. Donc, c'est vraiment très important d'utiliser ce média-là. Donc, c'est plus ou moins utilisé selon les secteurs, mais je pense que ça peut s'adapter à quasiment tous les secteurs, y compris le service. Et la crise, par contre, a révélé le numérique sous un autre angle, c'est-à-dire, c'est Johanna qui le disait tout à l'heure, sous l'angle outil de travail. Les apéros Zoom, apéros Skype, etc. ont permis de démocratiser cet usage. Preuve, on fait un webinaire aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'auriez envisagé dans un autre contexte, mais en tout cas, ça permet de gagner du temps pour peut-être des sujets plus courts. Alors, ça ne va jamais remplacer le présentiel, puisque quand on manage des équipes, on a besoin d'être au contact des équipes. Mais en tout cas, pour différents sujets, ça peut permettre d'aller plus vite. Nous, en ce qui concerne nos commerciaux, nous avons à peu près 70 personnes sur la route, donc qui visitent généralement soit des pharmaciens, soit des médecins. Ça nous permet d'être au contact avec les équipes de façon un peu plus fréquente, de répondre à des problématiques techniques. Et de la même façon que ce que vous avez organisé ce webinaire aujourd'hui, nous-mêmes, nous organisons des webinaires pour nos clients professionnels, médecins, pharmaciens. Hier, nous en avions un d'organisé pour nos revendeurs en Russie. C'était assez original, mais bon, ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Excellent témoignage, bravo, parce que ça m'amène à poser une question qui est liée, qui est un corollaire évidemment du numérique, et on en l'a déjà un petit peu abordé, c'est le télétravail, le travail à distance tout au moins, et puis le télétravail, qui sont 2 choses relativement différentes. Alors, comment l'avez-vous pratiqué? On pourrait peut-être commencer par poser la question à Johanna Houdrouche, par exemple. Oui, Guillaume. Alors, pour répondre à cette question, donc, déjà, je voudrais rappeler que donc, en fait, nous, ici à Mercure, c'est le siège donc, de notre entreprise et c'est vraiment la direction opérationnelle et directionnelle. Comme on a coutume de le dire, ici, c'est le nerf de la guerre. Donc, si les 70 personnes de notre siège ici ne sont pas opérationnelles, on ne peut pas gérer nos magasins à travers le monde. Nous avons la chance d'avoir un service informatique très prévoyant. D'ailleurs, ce service informatique ici à Monaco gère tous nos magasins et toute l'informatique de nos magasins à travers le monde. Nous avons un serveur ici assez impressionnant. Et donc, ce service informatique avait anticipé ce confinement potentiel 2 semaines avant. Donc, ils avaient réalisé tous les tests nécessaires pour le télétravail avec les salariés. C'était assuré qu'ils avaient tous un ordinateur personnel ou professionnel qu'on allait leur fournir. Et nous avons également, donc avant cette décision de confinement, fait des investissements supplémentaires pour permettre aux serveurs de supporter ces 70 personnes en télétravail si confinement il y avait. Donc nous étions préparés à ça. Et le lundi 16 mars,
avant même la décision de confinement, nous avons pris la décision donc, de fermer le siège totalement et de mettre 50% de notre équipe en télétravail, puisque bon, l'activité était réduite, hein, donc 50% était suffisant. Et cela a bien fonctionné. Nous avons continué d'ailleurs ce télétravail encore là jusqu'à fin juin, puisque comme je vous le disais, l'activité a été réduite. Donc, nous n'avions pas besoin de personnes à 100% à temps complet. Et nous avons voulu privilégier ce télétravail encore après pour des raisons d'organisation de nos salariés et évidemment pour préserver les règles sanitaires. Nous allons reprendre le présentiel à partir du 1er juillet et une activité à 100%, puisque comme je vous le disais, maintenant, tout réouvre doucement. Nous n'excluons pas en septembre d'essayer de favoriser ce télétravail, mais cela se fera vraiment au cas par cas, poste par poste, salarié par salarié et épisodiquement. Mais nous y pensons. Merci beaucoup, Johanna. Ça, c'est un témoignage qui est franchement radicalement en faveur du télétravail et du travail à distance. Alors, du côté de Thierry Boutsen, par exemple, quel a été le bilan? Est-ce que vous avez, vous aussi, employé travail à distance et télétravail? C'est assez différent chez nous parce qu'on est une petite équipe, on est 9 ici à Monaco et on est tous là pour s'entraider les uns les autres. On a vraiment besoin du contact visuel et du contact immédiat avec les personnes avec qui on travaille pour gérer un projet, etc. Mais comme l'activité est extrêmement réduite, ce dont on a été obligé de faire, c'était de mettre les gens en chômage partiel et puis de travailler, je dirais, 1 heure par jour ou 1h30 par jour pour gérer les affaires courantes, pour prendre les emails, voir un petit peu s'il n'y avait pas quelque chose qui bougeait. Mais c'était vraiment très, très minime. Les gens ont travaillé de chez eux, mais ce n'est pas du tout la même chose. Je crois j'ai vraiment hâte de retrouver toute l'équipe ici au bureau. Ça se fera à partir du 1er juillet pour qu'on puisse vraiment relancer la machine parce que pour le moment, vu le manque d'activité, on est obligé de mettre tout ça à ralenti. Le télétravail, c'est une chose qui nous a permis de passer, qui nous permettra de passer la période actuelle, mais je ne pense pas que ce soit une solution pour l'activité que nous avons, nous, actuellement. Merci Thierry, c'est très très intéressant parce que nous avons 2 témoignages qui sont extrêmement différents, donc tout à fait complémentaires. Alors, nous nous approchons vers la fin des questions qui ont été posées en préalable. Nous allons bientôt prendre les questions du public, mais j'aimerais, avant ça, poser, je dirais, la question finale de celles qui ont été collectées pendant ces derniers jours, c'est-à-dire, est-ce que selon vous, Monaco a bien géré la crise et a pu répondre, au moins en partie, à vos attentes? Alors, Thierry, on va commencer par vous et puis ensuite on posera la question à Johanna. Moi, je dirais 100%. Bravo, 100% dans tous les cas. On a une aide financière, une aide logistique, une aide psychologique aussi, de par le fait que l'on sait que le gouvernement est derrière nous, que l'État est derrière nous. C'était pour nous une excellente façon de passer au travers. J'espère qu'on en sortira vite et qu'on en sortira bien, mais si ça n'avait pas été le cas, je crois qu'on serait dans beaucoup plus grosses difficultés, vu le manque d'activité, vu le temps à passer à ne rien produire. En fait, on a fait beaucoup de choses, mais on n'a rien produit. Donc, je suis ravi, vraiment ravi d'être là et ravi d'être dans ce pays qui nous a offert des possibilités absolument fantastiques de passer au travers. Merci Thierry. Votre point de vue, Johanna? Alors, je pense que Monaco a, comme tous les autres pays du monde, dû s'adapter autant que faire se peut dans ces situations d'urgence inédites. Dans ces moments-là, la réactivité des autorités est primordiale pour les entreprises et c'est vrai que Monaco a su réagir vite et avec force dans certains domaines, notamment dans le domaine de la protection des salariés, ce qui est très important et très rassurant même en tant qu'entrepreneur, puisque les mesures de cet ETR et la mise en place dès le début d'une prise en charge à 100% des salaires allant jusqu'à 1 800 € est une mesure forte qui a rassuré les salariés et qui a rassuré les chefs d'entreprise comme nous, puisqu'il était important de savoir qu'ils étaient préservés au maximum durant cette période difficile. Donc, il est vrai qu'à ce niveau-là, Monaco a vraiment su relever le défi et a été très réactif. De même aussi pour l'étalement des charges, des charges sociales, etc. C'est vrai que ceci est aussi très appréciable. Je serais plus réservée sur d'autres points, notamment sur les garanties bancaires, puisque comme je vous l'expliquais,
je pense que c'est inadapté aux grosses entreprises. Et même si je suis totalement d'accord que les petites entreprises en difficulté sont les premières à être sauvées, il ne faut pas croire que la taille de l'entreprise permet d'affronter toutes les guerres. Parce que quand on est une entreprise d'une grande taille importante comme la nôtre, nous avons de manière corrélative de gros engagements, d'importants frais généraux et des dettes à honorer. Donc, on ne peut pas se permettre non plus de pouvoir en fait avoir un défaut de trésorerie parce qu'on peut également couler. Donc ça, je trouve que c'est dommage, je trouve que c'est un petit peu injuste de considérer que de par la taille d'une entreprise, celle-ci est solide, donc elle n'a pas besoin d'aide. Ce n'est pas vrai. Tous les acteurs économiques sont touchés, on le sait tous, à tous les niveaux. Voilà. Ensuite, concernant les loyers commerciaux, je trouve quand même dommage que le gouvernement monégasque n'ait pas eu l'audace de suivre les propositions du Conseil national qui suggérait une baisse des loyers des entreprises et des établissements qui ont été fermés, bien sûr, durant la période. Je pense que juridiquement, d'ailleurs, c'est assez contestable. On oblige des commerçants à payer un loyer alors qu'ils n'ont pas pu exploiter leur commerce. Et je pense qu'il aurait été bien que le gouvernement monégasque suive cette proposition-là. Parce que c'est vrai que les loyers à Monaco sont quand même un poste de charge très important. Néanmoins, je finirai quand même sur une bonne note. Il faut saluer vraiment la décision du gouvernement monégasque qui a octroyé une gratuité de loyer, qui a annulé les loyers dans les commerces des domaines. Nous avons pu en bénéficier puisque nous avons deux magasins, Courir et Aldo, au centre commercial de Fontvieille. Donc, ils ont purement et simplement annulé les loyers pendant 3 mois. Et cette décision est exemplaire. Je vous remercie beaucoup, Johanna. C'est un témoignage qui est très fort et qui en dit beaucoup sur la situation réelle de l'économie à Monaco. C'est très intéressant, donc merci. On est arrivé au terme des questions. Alors, comme ça, je pense que l'ensemble des questions avait couvert beaucoup de choses, on n'a pas reçu de questions pendant ce webinaire, en dehors de questions que nous avons reçues par email, donc dont mon équipe vient de me faire part. Je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ont posé des questions pendant ce webinaire assez intéressantes. On en a retenu 2. Et ces 2 questions, nous allons les poser, Justine et moi. Alors la première, comment doit-on associer la transition énergétique à cette reprise économique? Alors, Johanna, puisque vous venez de finir de parler, je recommence avec vous et ensuite, on demandera à Nicolas Capeller. La transition énergétique, c'est quand même très intéressant. Merci. Oui, écoutez, nous avions déjà pris la voie de la transition énergétique sur certaines de nos installations, notamment en Afrique. En mars 2017, nous avons donc un centre commercial qui se situe à Dakar, au Sénégal. En mars 2017, nous avons construit la plus grande centrale photovoltaïque en toiture du pays. Pour la première fois au Sénégal, un contrat de performance énergétique a été mis en place afin d'optimiser les consommations électriques du pays. Ceci nous avait fait une économie de 40% d'énergie et bien sûr de bénéficier des meilleures technologies, la climatisation, la production d'énergie photovoltaïque, etc. Nous souhaitons vivement et à plus forte mesure après cette crise continuer vers ce développement et favoriser l'énergie durable parce que c'est très important et nous avons absolument tous à y gagner. Merci beaucoup. Nicolas, qu'est-ce que vous pourriez rajouter à ce qui vient d'être dit? C'est compliqué, je pense que ça dépend des secteurs d'activité, mais par exemple, pour ce qui nous concerne, moi j'ai toujours considéré les circuits les plus courts possibles pour produire. Quand je fais imprimer des étiquettes, des étuis ou mes emballages, je travaille avec des acteurs locaux. Je crois que aussi cette crise, elle révèle cette nécessité de produire le plus localement possible. Encore une fois, ça dépend bien évidemment des secteurs d'activité. Et en tout cas, si ce n'est pas possible de produire localement, mais de donner un sens à la façon dont les produits sont fabriqués, puisque le consommateur, comme je le disais tout à l'heure, est en quête de valeur et le numérique est aussi un moyen de communiquer sur une éco-responsabilité associée aux produits et donc de montrer aux consommateurs que l'industriel fait des efforts pour réduire les dépenses énergétiques attachées à la production du produit ou des services. Alors, dans la lignée de ce que vous dites, que je trouve fort intéressant, je rappelle qu'effectivement, quand on parle de transition énergétique, on y associe aussi un certain nombre de valeurs
qui sont éthique, responsabilité, bien évidemment, et je vous remercie de les avoir abordés. Alors, on a aussi d'autres choses d'autres questions qui ont été posées. Justin, est-ce que vous voudriez nous faire part d'une des questions qui ont été posées par email? Bien sûr. Donc, la seconde question que nous avons retenue, et on va la poser à M. Thierry Boutsen et M. Nicolas Capeller. Et pour ce qu'il en est des entreprises justement dans le secteur du négoce international basé à Monaco, est-ce que vous pensez qu'à court, moyen et long terme, Monaco reste toujours aussi attractif suite à cette crise? Donc peut-être M. Boutsen d'abord. Dans notre domaine, certainement, parce que nous traitons à l'international. Nous avons vendu des avions dans 72 pays, je crois, et actuellement, enfin, sur les 5 continents. Le fait d'être à Monaco, ça ajoute beaucoup à l'image positive de notre société. Le fait que nous soyons fournisseurs brevetés aussi, c'est quelque chose qui est mis en valeur. Je suis vraiment très, très content de pouvoir faire tout ça de Monaco. Je crois que la façon dont Monaco a évolué, c'est évolué au niveau de la reconnaissance en passant de liste noire, liste grise, liste blanche, etc. Et les efforts qui sont faits pour mettre tout cela en valeur nous aident beaucoup, beaucoup dans nos transactions et dans notre positionnement vis-à-vis des clients et des petites, moyennes et grosses sociétés avec qui nous traitons. Merci beaucoup, Thierry. Nicolas? Alors, indépendamment du luxe, Monaco est un endroit connu dans le monde entier qui véhicule une image de bon vivre, de bien vivre. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai créé ma plateforme e-commerce, j'ai décidé de la créer sur Monaco parce que ça véhicule cette image-là. Bien sûr, il y a cette image-là autour globalement du bassin méditerranéen, mais Monaco est un spot connu du monde entier qui fait rêver beaucoup de gens, y compris au niveau national. Et donc, on le sent bien quand on utilise cette image. En plus de ça, on véhicule une image de sérieux. Pour ce qui concerne nos clients distributeurs export, de la même façon, Monaco représente beaucoup de choses pour eux et ils sont toujours ravis de venir nous voir. Donc, je pense que Monaco garde vraiment de sérieux atouts, en tout cas pour rayonner à l'international et stimuler le négoce avec les acteurs qui y sont installés. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage qui est assez intéressant. Alors, nous arrivons à la conclusion de ce webinaire. Peut-être une dernière question que je souhaiterais poser, par exemple, à Thierry Vetter. En quoi, selon vous, avoir été basé à Monaco a été un atout? Alors, effectivement, je reprendrai un petit peu les arguments qui ont été développés par Thierry et Nicolas. La carte de visite monégasque, Monaco, elle est parlante dans le monde entier. Derrière, il y a effectivement une image de sérieux, une image de compétence aussi. Enfin. Donc, cette localisation à Monaco est effectivement très, très intéressante vis-à-vis de l'image que ça véhicule à l'extérieur pour des entreprises qui travaillent à l'international. Effectivement, c'est très important. Et puis, comme vous l'avez souligné au moment des autres questions, c'est la relation qu'une entreprise ici a avec l'administration monégasque au sens large, qui est parfaite. C'est un plaisir, entre guillemets, de travailler avec l'administration monégasque. On a des réponses, c'est rapide, c'est efficace, c'est efficient. Je ne vais pas faire de comparaison avec d'autres pays, mais effectivement, ici, c'est particulièrement agréable de travailler avec les administrations monégasques. Voilà. Donc, je pense qu'en termes de commerce international, de positionnement international, les entreprises qui se positionnent à Monaco, c'est effectivement un plus, à la fois en termes d'image, mais aussi en termes d'efficience. Merci beaucoup. Merci d'avoir souligné la proximité entre un pays et un village, ce qui est un petit peu les deux signatures de Monaco. Alors, merci à nos participants, dont je trouve que la qualité et la densité de leurs propos a été tout à fait hors du commun. Je pense que c'est vraiment un très bel éclairage sur le négoce international à Monaco qui a été donné ici. Alors, je vais rappeler que ce débat sera consultable en ligne sur notre site, le site du MEB, bien évidemment, envoyé à tous nos membres par nos habituels canaux.
Et puis, je voudrais aussi rappeler que nous allons continuer nos webinaires et le prochain va être rien moins que mardi. Nous avons parlé de transition énergétique, nous avons parlé de transition numérique, bien évidemment. Eh bien, nous aurons en plus l'IMC qui sera avec nous. Donc, transition énergétique, transition numérique avec Annabelle Greger-Sédou et Frédéric Genta. Et puis l'IMC avec Sophie Vincent. Ce sera mardi 30 juin à 16 h et le titre sera « La transformation économique de Monaco ». Je vous invite à le suivre nombreux et je tiens encore une fois à remercier nos intervenants pour la qualité de leur intervention. Merci beaucoup et à très bientôt.